Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 13. L'évacuation massive de Vimy et de ses environs. Tous les habitants de cette ville près d'Arras ont dû plier bagages aujourd'hui et pour 10 jours, le temps de déménager un dépôt de munitions devenu menaçant. Le suicide d'un instituteur à Zittersheim dans le Bas-Rhin. Il a sauté par la fenêtre à l'arrivée des gendarmes venus l'interpeller pour une affaire de pédophilie. Le week-end pascal et le marathon de Jean-Paul II pendant ces 4 jours particulièrement chargés. Ce soir, le pape se contentera d'assister à genoux au traditionnel chemin de croix. Et puis enfin de la musique pour terminer ce journal, musique de chambre, mais à Deauville avec une trentaine de jeunes virtuoses qui s'y produisent jusqu'au 21 avril. Ce ne sont pas les taxis de la Marne, mais les autocars du Nord qui ont été réquisitionnés ce matin pour procéder à l'évacuation de plus de 12 000 habitants dans la région de Vimy, dans le Pas-de-Calais. Il s'agit de les mettre à l'abri, le temps de déménager 173 tonnes de munitions stockées dans un dépôt près de la ville. Pour l'essentiel, ce sont des obus des 2 dernières guerres, dont une majorité d'armes chimiques. Mais les habitants de la région ne comprennent pas cette précipitation et s'inquiètent d'un manque d'informations. Patrick Fondiot et Vincent Bouffartigue. Mais non, on m'a rien dit, on n'est pas encore venu nous trouver. Elle est à moins de 100 mètres du dépôt d'explosifs. Arlette est pourtant l'une des dernières à apprendre qu'il va falloir qu'elle quitte son domicile pour 10 jours. Ça fait une semaine qu'ils sont là, vous n'allez pas me dire qu'ils ne le savaient pas. Maintenant, on nous dit de s'en aller 3 jours, où je vais aller, je sais même pas. Moi, j'ai pas de famille pour m'accueillir, hein. Je suis toute seule, en plus, je suis veuve à la maison, alors. Comment je vais faire, moi? Le danger est là, derrière ce grillage où gît un stock de 173 tonnes de bombes, d'obus contenant des produits chimiques dangereux datant de la Première Guerre mondiale. Ces munitions vont être déplacées car leur stockage est devenu trop risqué. Lors d'une récente inspection, on y a découvert des fissures, des caisses endommagées. En cas de choc, il y a risque d'explosion. Ce matin, le ministre de l'Intérieur est venu déclencher l'évacuation de quelques 12 000 riverains. Mais tout n'a pas été prévu. Donc est-ce que vous avez moyen d'évacuer pour ce soir, enfin d'être hébergé dans la famille ou quelque part? S'il doit partir, cet éleveur ne sait pas quoi faire de ses 800 poulets. Je vais les mettre où? On ne va pas les laisser mourir quand même. Hein. Donc si on les enlève pas, il faudra bien leur donner à manger. L'armée a investi tout le périmètre. L'évacuation doit être terminée avant cette nuit. Mais les habitants ne comprennent pas toute cette précipitation alors qu'ils réclament la fermeture du dépôt depuis la mort de 2 démineurs en 1998. C'est bien mon grand-père, il n'a jamais évacué. Notre grand-père a été gazé 3 fois et c'était bien le gaz moutarde. Et on sait très bien que c'est dangereux. Et c'est dangereux depuis la guerre 14. Et en plus, les obus, ils sont stockés dehors, qui pourrissent, donc, comme ça. La moindre des choses, c'était de les couvrir. Pour éviter que la polémique n'enfle, le préfet est venu s'expliquer aux côtés du maire qui n'a été prévenu, lui, qu'à minuit. Le danger vient d'être identifié. Nous pouvons le réduire. Et nous le faisons dans le délai le plus court possible, avec le maximum de précautions pour la population. Je ne vois là-dedans aucune précipitation, mais le désir de renforcer rapidement la sécurité des populations. Ce soir, ce sont 5 communes fantômes qui s'apprêtent à passer un week-end de Pâques dont on se souviendra longtemps ici. Ce site de Vimy a été créé en août 67. Il a contenu jusqu'à 650 tonnes de munitions. Et à l'été 97, Jean-Pierre Chevènement a décidé de le faire évacuer en priorité. Une évacuation qui visiblement ne s'est pas faite aussi vite que souhaité. Olivier Caroff. Une évacuation d'urgence. Pourtant, cela fait 4 ans déjà que le ministère de l'Intérieur a officiellement classé comme prioritaire le problème de Vimy. Aujourd'hui, il reste encore plus de 150 tonnes de munitions, toujours stockées ici, à l'air libre. Et pas n'importe quelle munition. Elles furent le cauchemar de la Première Guerre mondiale, les armes chimiques. Phosgène ou hypérite, le sinistre gaz moutarde. En 14-18, on a utilisé des obus remplis de toutes sortes de substances, parfois mortelles. Les historiens s'accordent généralement sur le chiffre d'1 milliard d'obus tirés pendant la Grande Guerre. Mais personne ne peut dire combien d'armes chimiques ont été utilisées. Une carte des combats de l'époque permet de mesurer l'ampleur de la zone concernée par la guerre des gaz. Ça, c'était la grande nouveauté de la guerre de 14, expérimentée par les Allemands les premiers, mais les Français s'en doutaient puisque quelques semaines après, ils les ont utilisés. Mais très vite, on les a abandonnés parce que les vents tournaient et ces gaz opéraient quelquefois contre ceux qui les expédiaient. Et c'est pour ça qu'on va retrouver certainement un très grand nombre d'obus à gaz.
Un risque de plus pour les démineurs. Chaque année, ils déterrent 250 tonnes d'explosifs en France. Pour eux, les armes de 14-18 sont les plus dangereuses. Oula, ça c'est pour raser de près. Malgré leur apparente décontraction, ces hommes savent qu'un faux mouvement, une erreur, peuvent leur être fatales. Nous avions suivi cette équipe en 98. Quelques semaines plus tard, lors d'un déchargement d'obus comme ceci, 2 de leurs collègues avaient trouvé la mort. C'était au dépôt de Vimy. On va en mettre là comme ça. Et la préfecture d'Arras met ce soir un numéro vert à votre disposition. Il s'agit du 08 05 01 01 03 08 05 01 01 03. Alors Patrick Fandiot, vous êtes sur place. Est-ce que les opérations d'évacuation sont terminées alors qu'il est? Et puis surtout, pourquoi cette précipitation ou ce semblant de précipitation? Oui Benoît, c'est vrai qu'on a vécu un peu quelques moments surréalistes ici cet après-midi. Il y a des gens qui rentraient du travail et à qui on a dû dire de faire illico presto leur bagage. C'est vrai, les gens ont l'impression qu'on leur cache des choses, qu'on ne leur dit pas tout quand ils voient l'ampleur des moyens mis en œuvre. Il y a aussi quelques problèmes de logistique, notamment pour trouver des places d'hébergement cette nuit. Vous savez peut-être qu'il y a une centaine de bus qui ont été affrétés pour pouvoir transporter tout le monde. Il y a 7000 places disponibles pour 12 500 habitants, même si certains prendront leur voiture. Donc tout ça pour vous dire que ça va être assez compliqué de terminer cette évacuation et de finir tout avant la fin de cette nuit. C'est ce qui est prévu. La désactivation puis le transport des munitions ne commencera que demain matin quand tout le monde sera parti. Et ça, c'est pas gagné. Merci Patrick. Et puis, conséquence de cette évacuation, le match de première division de football entre Lens et Troyes, prévu samedi, a été reporté. Les habitants de Zittersheim dans le Bas-Rhin sont encore sous le choc de la nouvelle du suicide de leur instituteur. Soupçonné d'actes de pédophilie, il s'est jeté par la fenêtre de son logement de fonction quand les gendarmes sont venus l'interpeller. Jérôme Soulard et Sylvain Gauthier. Le petit village de Zittersheim est encore sous le choc. Car hier, Paul Jacquin, instituteur de l'unique classe de l'école, s'est donné la mort sans hésitation. Juste avant la reprise des cours, il découvre 2 gendarmes venus l'entendre pour une affaire de pédophilie. L'enseignant monte soudainement dans son logement de fonction et se jette par la fenêtre. Suite l'année dernière à un faux témoignage d'un parent, il a toujours dit si un jour on m'accuse de pédophilie, je ne pourrai pas supporter parce que avoir une tâche sur mon éthique, je ne pourrai jamais supporter ça. Installé depuis 8 ans dans ce paisible village de 210 âmes, l'enseignant était apprécié et respecté. Ici, personne ne semble croire aux accusations de pédophilie portées contre lui. Il s'est donné corps et âme à l'école et aux enfants, même aux personnes âgées du village. Il était toujours là et toujours présent pour tout le monde. C'est absolument inadmissible ce qu'on lui a fait. C'est inadmissible. Il y a 2 jours pourtant, 3 enfants ont déposé devant procureur et psychologue suite à des plaintes pour attouchement. La justice a donc suivi la procédure normale, protéger d'abord les enfants, c'est aujourd'hui la règle. C'est sûr que c'est pas toujours facile à vivre, mais je le dis et je le répète, mon souci majeur c'était de respecter les enfants. Si je ne l'avais pas fait, on me l'aurait reproché. Si j'avais laissé traîner les choses, on me l'aurait reproché. 2 enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances du suicide, mais également la véracité des accusations portées contre l'instituteur. Reste ce drame irréversible qui pose bien des questions à la justice. Comment gérer au mieux ces délicates affaires de pédophilie quand nul ne sait encore où se trouvent les vérités et les mensonges? Et à Châteauroux, c'est un informaticien qui a été mis en examen et écroué dans le cadre d'une enquête franco-américaine. Il avait stocké 80 000 photos d'enfants nus sur son disque dur d'ordinateur et créé son propre site internet. Cette fois, c'est confirmé. Les 2 squelettes retrouvés près de Rouvray dans l'Yonne sont bien ceux des 2 jeunes handicapés mentaux disparus dans la région d'Auxerre. Jacqueline Weiss et Madeleine Dejuste avaient disparu en 1977. Émile, lui, avait avoué plus tard leur enlèvement avant de se rétracter. Sur place, Fanny Auvergne et Alexandre Delaval. Un par un, les proches des 7 disparus de Lyon quittent le bureau du juge d'instruction. Les familles connaissent désormais la vérité. En décembre dernier, Émile Louis, le chauffeur de car, avait avoué les 7 meurtres des jeunes filles de la DAS avant de se rétracter. Sur ces indications, 2 corps avaient été retrouvés. Aujourd'hui, les résultats des tests ADN permettent de les identifier. Il s'agit de Madeleine Dejuste et de Jacqueline Weiss, toutes 2 disparues en 1977 à Auxerre. Après plus de 20 ans de recherche, pour les familles, c'est la fin de l'espoir. C'est l'espoir que j'avais de la retrouver vivante, puis mon père aussi. Vous l'aviez jusqu'à aujourd'hui? Oui. Pour moi, c'est une terrible nouvelle. J'ai été placé
Dans la famille Louis, 8 ans de Nadas avec ma sœur, nous avons été confiés aux bons soins de la famille Louis à l'époque. Et donc c'était tout dur pour moi et je ne sais plus comment vous dire. Des familles en colère contre l'administration sociale, la justice et toutes ces années de silence. Eh bien, écoutez, ça crédibilise l'action de l'association depuis 1992, puisque personne ne nous croyait, tout le monde nous prenait pour des paranos. Eh bien, malheureusement, les faits sont là. Les enquêteurs vont poursuivre leurs recherches et reprendre les fouilles, ici, à Rouvray, près de la rivière, à la recherche des 5 autres corps pour que toutes les familles puissent achever enfin leur travail de deuil. La fièvre afteuse est la fin d'un cauchemar pour beaucoup d'éleveurs français. Depuis cette nuit, l'embargo européen sur les exportations françaises a été levé. La politique d'abattage préventif semble avoir payé. Reportage dans Seine-et-Marne et dans l'Oise de Christophe Nédart et Philippe Quéroux. Alain attendait ça depuis 10 jours. Avec la levée de l'embargo, il peut enfin relancer la production des fromages, des bries de Melun et des bries à Savarin. Depuis ce matin, Alain respire. Oui, ça fait du bien parce que bon, on avait peur que nos emplois soient menacés. Et puis le fait de recommencer à travailler le lait, bon, on reprend nos bonnes habitudes et ça va, moralement, ça va tout de suite mieux. Touchée par la fièvre afteuse, la Seine-et-Marne est quasiment coupée du monde depuis le 23 mars. L'embargo a fait du mal à cette exploitation agricole qui possède sa propre fromagerie. Plus d'exportation, plus de ventes non plus en dehors du département. Résultat, baisse du chiffre d'affaires et quelques jours de chômage technique. Bon, ça fait 3 semaines qu'on ne peut pas vendre nos produits en dehors de notre département. Ça représente une perte de 150 à 180 000 francs de chiffre d'affaires. Donc le fait de pouvoir redémarrer nous soulage sérieusement. Soulagement aussi dans les départements voisins. Éleveur dans l'Oise, Philippe possède 250 charolaises. Toutes celles qui devaient partir à l'abattage sont restées bloquées 1 mois dans l'étable. Les pertes sont considérables. Malgré la levée de l'embargo, Philippe n'a pas encore digéré cette crise. On est content qu'aujourd'hui on va pouvoir sortir les bêtes. On va pouvoir commencer à bouger avec les animaux, essayer d'en amener et tout ça, mais à long terme il y aura des séquelles. Et c'est pour ça que Philippe attend maintenant les indemnisations promises par le gouvernement. D'autres éleveurs vont devoir patienter plus longtemps. La France maintient en effet sous surveillance les 3 départements touchés par la fièvre afteuse. Pas de transport d'animaux en Mayenne, dans l'Orne et en Seine-et-Marne jusqu'au 24 avril. Les départs en vacances et en week-end pour ce vendredi saint, c'était une journée rouge avec des bisons futés. Sur les routes, les gendarmes s'étaient mobilisés. Mais ce qui a prédominé aujourd'hui, c'est un petit air de vacances, pas volé après toutes ces semaines de pluie. Benoît Gadret et Thierry Monnier. Il y avait comme un air de départ de vacances d'été cet après-midi sur l'autoroute A7. Une circulation dense, des ralentissements entre Lyon et Valence, des automobilistes quelque peu fatigués par le voyage, des enfants qui se dégourdissent les jambes et du soleil pour tous. Content de partir, parce qu'on en a besoin. Un petit peu de vacances, ça fait du bien. Le soleil aussi? Ouais, le soleil, c'est ce qui nous manque, surtout là où on habite. Parce que là, vraiment, en Alsace, on n'est pas gâtés. Est-ce que vous avez vu beaucoup de policiers sur la route? On en a rencontré, certains étaient cachés, d'autres étaient bien visibles, pas plus que la normale. Et pourtant, le dispositif mis en place pour ce week-end est renforcé. Dans le seul département du Rhône, 700 policiers, gendarmes et CRS sont mobilisés. Ouais, Pétrane, il a 2 sur la 46 Sud. Vous me faites le point sur le comptage des véhicules. Contournement est de Lyon, un axe autoroutier emprunté par de nombreux touristes étrangers, ce qui rend le contrôle parfois difficile. Can you show me your permis? Papier. Yeah. Contrôle de vitesse, d'alcoolémie, de port de ceinture à l'avant comme à l'arrière. Je tiens quand même à avertir les usagers que les mots d'ordre sont la rigueur, l'intransigeance et la fermeté. Intransigeance, ça veut dire? Nous ne passerons, il n'y aura aucun passe-droit, nous ne passerons sur aucune infraction. L'objectif est de réduire le nombre d'accidents. L'année dernière, 90 personnes avaient trouvé la mort sur les routes de France pendant le week-end de Pâques.
Et si vous avez choisi de partir par le train, c'est possible. Après la reprise votée dans les dépôts de Marseille et Lyon-Vèze, le trafic revient progressivement à la normale. C'est le cas pour les grandes lignes et les TGV. Comptez encore des perturbations en Auvergne pour le service des TER, ainsi que sur les lignes Paris-Nevers et Paris-Calais pour les trains corail. En Ile-de-France, quelques perturbations également dans les gares Nord et Est à Paris, ainsi que sur les lignes C et E du RER. Et puis enfin, sachez que les négociations entre les chauffeurs de bus rennais et leur direction ont échoué. La grève a donc été reconduite. Les emplois précaires et les contrats à durée limitée n'en finissent pas d'augmenter en France dans les entreprises, alors que dans le même temps, la progression des contrats à durée indéterminée est très lente. C'est ce qui ressort d'une étude publiée aujourd'hui par l'INSEE. Les explications d'Éléonore Gay. Aujourd'hui, le plus court chemin entre le chômage et l'emploi, c'est l'intérim. Une augmentation de la flexibilité constatée entre 1990 et 2000, 2% de contrats à durée indéterminée en plus, c'est peu face à l'explosion de l'intérim, plus 130% et plus 60% de contrats à durée déterminée. Depuis la reprise économique en 1997, la proportion de contrats d'intérim continue même de croître. Les entreprises ont besoin de main-d'œuvre pour faire face à la croissance. Elles ont également modifié leur gestion des salariés. Les entreprises ont de plus en plus besoin de s'ajuster très rapidement aux fluctuations économiques, à l'horizon de production, et donc elles ont besoin de pouvoir gérer de manière plus flexible leur main-d'œuvre. Mais une amélioration se dessine depuis 3 ans. Grâce à la baisse du chômage, le salarié qui bénéficiait de contrats précaires a aujourd'hui plus de chances de se voir proposer une intégration. Pour beaucoup d'employeurs, on l'a vu, ce recours à des emplois précaires est un gage de flexibilité. Dans l'automobile notamment, l'un des secteurs les plus gourmands en intérim, des pratiques parfois abusives, comme à l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois, où d'anciens intérimaires ont porté plainte. Peggy Leroy et Daniel Lévy. C'est le match de leur vie. 8 ouvriers simples intérimaires face à Citroën, géant de l'automobile en France. Arbitre, les prud'hommes. Une confrontation rarissime, des employés précaires osent s'attaquer à leur ex-employeur. C'est bien pour tout le monde, qu'il y a les petits quand même qui s'attaquent aux gros. Faire voir que c'est pas parce qu'on s'appelle Citroën qu'on n'a rien à craindre. Jusqu'en 99, tous étaient intérimaires chez Citroën à Aulnay. L'usine a multiplié leurs contrats précaires, parfois jusqu'à 4 années consécutives, pour finalement ne jamais les embaucher. On ne se sert pas des gens comme ça, on ne les jette pas comme des vieilles chaussettes. Voilà. Quel sentiment vous avez eu quand on vous a remercié? Un sentiment de dégoût. Le triste record, c'est Ayan. Il vient expliquer à un collègue syndicaliste qu'il a été renouvelé tous les mois en toute illégalité pendant des années. Comme tu vois, c'est un mois jusqu'à renouveler. En tout, 4 ans et demi, alors que la durée maximale d'une mission d'intérim est de 18 mois. Ayan a décidé d'attaquer son ex-employeur, une démarche que beaucoup d'intérimaires hésitent à entreprendre. Certains sont pessimistes et bon, ils ont peur des représailles de Citroën en fait, de ne pas retrouver du travail dans les boîtes d'intérim, parce que surtout sur Aulnay. Depuis 3 ans, les sociétés d'intérim fleurissent sur les trottoirs d'Aulnay. Toutes ont comme client principal Citroën. En 5 ans, l'usine a multiplié par 3 son nombre d'intérimaires. Ils étaient 2000 l'année dernière. Des méthodes dénoncées par les syndicats. C'est si pratique parce qu'un intérimaire, on pourrait dire que c'est un travailleur Kleenex. Finalement, on le jette à la rue comme un mouchoir en papier, pareil, puisque du jour au lendemain, il peut être mis en fin de mission. La direction de l'usine n'a pas souhaité nous rencontrer avant que l'affaire ne soit jugée dans quelques mois. L'année dernière, le groupe Peugeot Citroën PSA a réalisé un bénéfice net de 8 milliards de francs. Pendant ce temps, seuls 2 des 8 intérimaires ont trouvé un emploi fixe. Les mesures d'ajustement dévoilées par Lionel Jospin hier provoquent aujourd'hui des réactions pour le moins mitigées. Dans la majorité plurielle, le PC, par la voix de Robert Rue, dit que le compte n'y est pas. Quand les Verts, eux, réclament une réalisation rapide et concrète des orientations. Même scepticisme côté syndical. Et puis l'opposition, elle, ne ménage pas sa critique. François Bayrou, pour l'UDF, parle de catalogue sans cohérence, de fond de tiroir. Lionel Jospin, vous le savez, sera l'invité du journal de France 2 mardi prochain à 20h. Les sages-femmes, elles, continuent leur mouvement après leur journée d'action hier. Les questions du statut et des salaires font toujours blocage. Audrey Glohagen. Plus de 3 semaines que l'inscription est affichée sur un drap jauni par le temps. À l'hôpital Saint-Antoine, pourtant, la motivation des sages-femmes est intacte et elles tentent de garder le sourire. Et alors, pour le prénom, ça y est? Vous avez décidé ou pas encore? Certes, elles sont un peu fatiguées et déçues de ne pas avoir été reçues hier, ni par Lionel Jospin, ni par Bernard Kouchner, mais pas question de baisser les bras.
Depuis le début, la surveillante en chef motive ses équipes. Elle organise la grève et même les manifestations. Elle vient d'ailleurs de recevoir un coup de téléphone, disons inattendu. Donc tous les jeudis, il y aura une manifestation, minimum. Hein. Bien sûr qu'il y en a une. Mais parce que quand vous m'avez appelé, je ne savais pas. Puis dites donc, vous n'allez pas me faire une scène de ménage parce que je ne vous donne pas toutes les infos, non? Ah ben, ce sont les renseignements généraux qui nous demandent où en est notre mouvement. Ah bon, pourquoi ils sont inquiets? Ils sont inquiets, oui. Aujourd'hui, les sages-femmes attendent l'ouverture de vraies négociations sur leur statut médical et sur leur salaire. Certes, elles ont obtenu quelques avancées, mais largement insuffisantes à leurs yeux. Exemple, dans le service public, Bernard Kouchner a proposé aux sages-femmes débutantes une augmentation d'à peine 360 francs nets par mois. Pour Élise, presque une aumône. Rapide. Ça fait 3 ans que je travaille, donc j'ai un salaire de sage-femme débutante, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, sans les primes, un salaire de base qui est de entre 9 000 et 9 500 francs bruts. Les grévistes envisagent d'organiser chaque jeudi une journée sans sage-femme. Une manifestation nationale est d'ores et déjà prévue pour le 27 avril. Près de 5 mois après le naufrage du Evolison au large des côtes normandes, le dispositif de pompage se met en place au-dessus de l'épave. Un navire néerlandais est arrivé sur zone. Les opérations pourraient durer 6 semaines. Il s'agit de récupérer le styrène et le fioul encore contenus dans les soutes du navire. Le TGV Méditerranée plie la nature à son parcours au sud de Valence, dans la Drôme. Il faut araser une colline de 60 mètres de haut. Elle menace de s'effondrer sur la voie ferrée. L'addition est lourde et l'opération ne plaît pas vraiment aux défenseurs de l'environnement. Florence Griffon et Daniel Lévy. Ici, on commençait presque à les oublier. Pourtant, contre toute attente, les pelleteuses ont repris du service. À moins de 2 mois de l'inauguration du TGV Méditerranée, le chantier est relancé. Il y avait comme une faille dans les plans de la SNCF. Cette faille est de nature géologique. Elle se trouve sous terre depuis des millions d'années, mais ces derniers mois, elle s'est manifestement réveillée. Témoin, cette fissure. La SNCF ne pouvait rester sans rien faire. Le but des travaux, en fait, est de supprimer un mouvement de terrain. Et le mouvement de terrain a été détecté grâce à l'évolution de cette fissure. C'est-à-dire qu'au départ, elle était beaucoup plus petite. Au départ, elle faisait 5-6 cm de largeur. Maintenant, elle en fait un peu plus de 20. C'est cette bande de terre en lisière des arbres qui va être rasée. On abat la colline pour empêcher qu'elle ne glisse vers la voie en contrebas. En tout, 600 000 mètres cubes de terre doivent être déplacés. Pour cela, 120 personnes seront bientôt mobilisées. Aux grands mots, les grands moyens, on se croirait presque revenu 5 ans en arrière. Un chantier TGV, on a des délais plus importants. Là, sur 6 semaines, on doit réaliser la totalité de l'excavation de la butte, ce qui est assez phénoménal. De quoi conforter les associations anti-TGV qui, dès le début, avaient prévenu des dangers du tracé. On ne fait pas passer 214 TGV à 60 mètres de haut et à 300 km/h impunément dans des zones instables. Donc maintenant, ces engagements de sécurité absolue, nous les attendons, comme nous attendons des sanctions contre ceux qui ont pris la responsabilité de mettre un TGV en ces lieux et qui aujourd'hui nous font payer la facture. Et la facture pourrait bien avoisiner 10 millions de francs. Le TGV Méditerranée, encore à l'essai, aura lui coûté 25 milliards de francs. Et malgré cela, la mise en service reste fixée au 10 juin. Dans la région d'Abbeville, les habitants ont connu leur 2e jour de répit aujourd'hui. Il n'a pas plu et le niveau des eaux est resté stable. Mais compte tenu des spécificités de la vallée de la Somme, la décrue pourrait prendre des semaines. D'autant que l'on annonce de nouvelles pluies dans les jours qui viennent. Sur place, dans les 85 communes touchées, on s'organise donc pour durer. Reportage à Allué-sur-Somme, Fabrice Hauss et Christian Gallet. C'est un quartier reconstitué. 10 riverains de la Somme ont trouvé refuge dans ces caravanes prêtées par la mairie. Avec ses 2 enfants, Marilyn Le Turget tente de reprendre une vie normale et d'oublier enfin les inondations. Maintenant, je dois avec mes enfants, on a de la place pour 4, c'est bon. On n'est pas gros ni l'un ni l'autre, voilà. C'est pas facile? Non, c'est pas facile du tout. Comparé à votre autre maison, c'est quoi la différence? Oh là là, et ma maison, c'est un petit château après ça. François Verdure est le nouveau voisin de Marilyn. Sa maison est également envahie par les eaux, alors ici il doit faire comme tout le monde, se contenter du provisoire. Oui, j'ai acheté des chauffages. Si on n'a pas de chauffage, si on n'a pas acheté de chauffage, on n'a pas de chauffage. Hein? Bon, monsieur le maire nous donne du gaz, l'électricité, c'est très gentil, mais c'est pas... Hein? Voilà.
C'est pas chez vous, quoi. C'est pas chez nous. Pour la première fois depuis son évacuation par les pompiers dimanche dernier, Marilyn revient chez elle. En 94, on l'a vu dans les maisons, dans les terrains, mais jamais la somme qui remontait, on l'a jamais vu. Jamais. Vous pensez que ça va bientôt finir? J'espère. J'espère. Ailly-sur-Saume est l'une des 85 communes du département frappées par les inondations. Depuis hier, le niveau des eaux stagne, mais la décrue sera lente. Elle pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'enquête sur l'assassinat de Caroline Dickinson, les gendarmes qui se sont rendus à Miami devraient rentrer demain matin avec un échantillon de l'ADN du suspect arrêté aux États-Unis. Francisco Arce Montes a refusé les prélèvements ordonnés par la France. Il a donc fallu se contenter du matériel récolté par la police américaine. En Floride, Isabelle Bechler. Monsieur Jézéquel, vous pouvez nous parler de votre mission ? Les capitaines Jézéquel et Davy sont arrivés à Miami hier soir pour assister au prélèvement et convoyer vers la France 6 échantillons de sang et de salive du suspect numéro 1 dans l'affaire Dickinson. But du juge, faire effectuer 2 analyses distinctes pour écarter tous les doutes. Savait-il à ce moment-là que Francisco Arce avait refusé le prélèvement? Ils ne nous le diront pas. Mais à la prison du comté de Dade, le prévenu a bel et bien refusé de se prêter au prélèvement, comme il a depuis le début évité toute collaboration avec les autorités, en ne donnant jamais ni adresse ni nom d'employeur. Le juge américain a pourtant proposé de contraindre Francisco Arce à accepter le prélèvement. Mais le juge Debon, de Rennes, ne veut pas compromettre son instruction car en France, la contrainte n'est pas autorisée. Les Français s'en remettent donc à la justice fédérale américaine qui a collaboré particulièrement vite avec cette commission rogatoire et souhaite visiblement rendre toutes les vérifications possibles, sans doute à charge de revanche. Et les Américains, eux, s'intéressent davantage à Oklahoma City et aux circonstances dans lesquelles Timothy McVeigh sera exécuté. La date a été fixée au 16 mai. Bon nombre de familles des victimes de l'attentat d'Oklahoma City, qui avait coûté la vie à 168 personnes, veulent assister à l'exécution. Il a donc fallu trouver des solutions, gérer les interviews réclamées par les médias et organiser une retransmission télévisée à l'intérieur de la prison. Anne Poncinet. Le 16 mai, dans ce pavillon d'un pénitencier de l'Indiana, Timothy McVeigh sera exécuté. Par ses fenêtres, 10 citoyens américains volontaires sélectionnés par tirage au sort et 10 journalistes assisteront à l'injection mortelle. Exceptionnellement, les proches des victimes ne seront pas présents. Et pour cause, ils sont 250. Pour eux, le gouvernement fédéral retransmettra l'exécution par un circuit de télévision fermé à plus de 1000 km de là, à Oklahoma City. Timothy McVeigh avait souhaité que les images de son exécution soient diffusées dans le pays tout entier. Des médias ont même attaqué en justice pour obtenir le droit de les retransmettre. Mais hier, le ministre de la Justice, John Ashcroft, a rejeté ces demandes. Timothy McVeigh a été condamné à mort pour l'attentat de Oklahoma City qui avait tué 168 personnes en avril 1995. Depuis, il n'a jamais exprimé de regret, mais il a renoncé à toute voie de recours qui permettrait de retarder son exécution. Le week-end pascal est le vendredi saint, comme chaque année pour commémorer la crucifixion du Christ. Monseigneur Lustiger à Paris a gravi la butte Montmartre, suivi par plusieurs milliers de fidèles. Dorothée Cochard et Claude Barnier. Il est des symboles plus forts que d'autres. Pour les catholiques, le chemin de croix est de ceux-là. Une démarche de foi et de ferveur. Je suis heureuse parce qu'au fait, je peux dire que c'est le sommet de ma foi chrétienne, la croix de Jésus. Pourquoi venir? On ressent plus de choses qu'en restant chez soi, prier, c'est pas la même chose, c'est plus fort. Religieux ou simples croyants, pour ces chrétiens, participer au chemin de croix, c'est aussi faire vivre leur tradition. Une tradition qui puise ses origines dans l'Évangile. Jésus doit porter la croix sur laquelle il sera crucifié. Et le chemin qui mène au calvaire est long. Il tombe plusieurs fois et se relève plusieurs fois avant d'être crucifié sur le mont Golgotha. La croix, c'est le signe de la compassion de Dieu. C'est Dieu qui porte sur lui cette condition souffrante de l'homme pour aider l'homme à changer les choses. Changer le monde, témoigner de l'Évangile, c'est là l'ambition d'une Église qui se veut à l'image de son Sauveur, tournée vers les autres et toujours vivante.
Et à Rome, tous les yeux sont tournés vers Jean-Paul II et son état de santé. Pour la première fois en 22 ans de pontificat, le pape a dû renoncer à porter lui-même la croix. Il suivra la cérémonie à genoux. Maryse Burgot est sur place. Cette tradition-là, Jean-Paul II a pu la respecter. En ce vendredi de Pâques, et malgré sa grande fatigue, il a entendu la confession de quelques fidèles en la basilique Saint-Pierre de Rome. Ce soir, en revanche, il ne fera pas à pied le tour du Colisée et il ne gravira pas ses marches en portant la croix. Pour la première fois en 22 ans de pontificat, Jean-Paul II a dû se résigner à écouter les conseils de ses médecins qui jugent ce parcours épuisant. Il se tiendra donc agenouillé ici, en face des arènes de Rome. Les services de sécurité lui ont installé un écran géant pour suivre la cérémonie. Selon ce spécialiste du Vatican, ce renoncement est le signe de l'épuisement physique de Jean-Paul II. Pour lui, c'est difficile de parler, c'est difficile d'écrire, c'est difficile d'avancer, de marcher. Et alors, il doit changer son style de vie. Mais le cœur est encore fort et il est toujours très attentif à tous les problèmes. Il est toujours capable de guider l'Église. Hier soir, Jean-Paul II a lavé et embrassé les pieds de 12 prêtres, comme le fit jadis le Christ pour ses apôtres. Le pape semblait alors fatigué. Il souffre de la maladie de Parkinson et a subi 6 interventions chirurgicales depuis l'attentat de 81. Dimanche dernier, le pape déclarait devant des jeunes qu'il ne comptait pourtant pas s'arrêter. Il part d'ailleurs en voyage au début du mois de mai. Il est attendu en Syrie, en Grèce et à Malte. En Angleterre, le week-end pascal est l'occasion d'une grande transhumance, mais cette année, avec la fièvre afteuse, les Britanniques désertent en masse la campagne anglaise. Ils sont 1 700 000 à s'envoler vers le sud de l'Europe, son soleil et son air pur, aux grandes dames de Tony Blair et de la balance commerciale anglaise. Claude Sampère. Destination soleil. Depuis 24 heures, les différents aéroports de Londres sont pris d'assaut. Cette année, 1 750 000 Britanniques ont décidé de passer leurs vacances de Pâques à l'étranger, un nombre record. Loin de la météo maussade et de la fièvre afteuse. J'en ai vraiment marre de ce temps. On ne sait pas ce qu'on va avoir si on reste en Angleterre. Alors on part là où on est sûr de trouver du soleil. Je voulais faire des randonnées. J'avais choisi un itinéraire, mais je n'étais pas sûr de pouvoir le faire à cause de la fièvre afteuse. Les campagnes anglaises sont désertes, surtout les comtés du Devon et du Cumbria les plus touchés par l'épidémie. Pas de randonneurs, pas de touristes. Ces derniers jours, le Premier ministre Tony Blair a multiplié les visites dans les lieux touristiques, accompagné par des journalistes anglais et étrangers. Un seul discours, la Grande-Bretagne est un pays merveilleux où il y a des milliers de sites à découvrir. La chose la plus importante, c'est le retour des touristes, le commerce, les affaires. Je n'ai qu'un seul message, la Grande-Bretagne est un pays ouvert. Dans ses dernières déclarations, Tony Blair a invité ses ministres à donner l'exemple. Il leur a demandé de renoncer à leurs vacances au soleil en Toscane, sur la Côte d'Azur ou en Tunisie. Les ministres sont restés, mais quand on voit le monde qu'il y a ici cet après-midi à l'aéroport d'Heathrow, on n'a pas vraiment l'impression que l'exemple a été suivi. La 5e édition du Festival de Pâques de Deauville. Pendant 10 jours, une trentaine de jeunes solistes virtuoses de leur génération interprètent un répertoire de musique de chambre et de musique baroque. Olivier Lenuzza et Frédéric Basile. La clé musicale, la clé des chants. Chaque année, sur la côte normande, une trentaine de jeunes virtuoses se retrouvent. Le rendez-vous des musiciens heureux, leur bonheur, jouer sans contrainte, côtoyer de talentueux aînés, Gérard Cosset et Augustin Dumay. La musique qu'on appelle classique risque de se retrouver dans la même position dans 50 ans ou dans un siècle que l'égyptologie aujourd'hui. L'égyptologie, c'est passionnant, c'est merveilleux, ça occupe la vie d'un certain nombre de chercheurs, mais je pense que la musique, c'est aussi, derrière l'idée de la musique, il y a l'idée de la communication, l'idée d'apporter de l'émotion.
Les maîtres et les élèves. Des surdoués sortis du Conservatoire national de Paris. Je crois que eux nous ont insufflé quelque chose que nous n'avons pas perdu, mais que peut-être nous avons transformé d'une autre façon, et nous leur avons apporté cette chose vers laquelle eux ont envie de tendre. Le premier soir, les musiciens ont choisi d'interpréter la concertante de Mozart, l'émotion dessinée sur une partition, revisitée par des virtuoses en liberté. Ouais, c'est à Deauville jusqu'au 21 avril. C'est bientôt la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. L'évacuation massive de Vimy et de ses environs. Tous les habitants de cette ville près d'Arras ont dû plier bagages aujourd'hui et pour 10 jours, le temps de déménager un dépôt de munitions devenu menaçant. Et puis le suicide d'un instituteur à Zittersheim dans le Bas-Rhin. Il a sauté par la fenêtre à l'arrivée des gendarmes venus l'interpeller pour une affaire de pédophilie. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, le point route de Yves Cara. 20h50, votre soirée polar avec PJ et les enquêtes d'Héloïse Rome. Minuit 15, le dernier journal Alexandre Cara. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra l'adjointe au maire de Paris, Clémentine Autain. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h pour le journal. Bonne soirée sur France 2.